Donc le produit est extrêmement moderne. Il est une simplicité redoutable. Tu mets 100 balles, on investit 100 balles, et quand on fait bien notre boulot, on renvoie du loyer tous les mois. Quel produit d'épargne fait ça? Moi, je ne fais pas de l'immobilier pour faire de l'immobilier. Je m'en contrefous de l'immobilier. Ce qui m'importe, c'est que je me place mon épargne à un endroit, je veux une performance, je veux éviter de prendre du risque avec mon capital. Il y a une croyance dans l'immobilier qu'un immeuble a de la valeur. La seule chose qui crée de la valeur dans un immeuble, c'est un locataire. Le tas de pierre n'a aucune valeur. Il y a beaucoup de tas de pierres dans le monde qui n'ont aucune valeur. Le plus connu d'entre eux, et c'est une parabole qui ne vient pas de moi, mais d'un banquier allemand, c'est Versailles. C'est le plus bel immeuble du monde, sauf qu'on a coupé la tête du locataire. Ça vaut absolument zéro. Bienvenue dans Secret d'investisseur, l'émission qui décrypte les meilleurs placements pour bien investir et gérer son patrimoine. Aujourd'hui, on va parler des SCPI avec l'œil d'un gérant, d'un fondateur d'une société de gestion en SCPI. Je reçois donc Frédéric Puzin. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter ? Écoute Mathieu, je m'appelle donc Frédéric Puzin. Je suis le dirigeant et fondateur de Corme l'Épargne. Voilà, une société notamment de SCPI, mais pas que. Corme l'Épargne, est-ce que tu peux peut-être présenter pour ceux qui ne connaissent pas aussi Corme l'Épargne ? Alors Corme l'Épargne est une société qui est dédiée à proposer et à gérer des produits d'épargne au plus grand nombre, donc pour des Français, mais aussi quelques étrangers en Europe. Voilà, et on est à la fois dans l'immobilier, on propose aussi des produits obligataires qu'on appelle high yield, donc c'est un gros mot, on va dire à haut rendement, ce qu'on essaie aussi de faire dans les SCPI. Et puis, on a également une compagnie d'assurance qui s'appelle Corum Life et dans lequel on va retrouver tous nos produits, dont un fonds euro. Très clair. Donc Corum, je pense, est essentiellement aussi connu pour ses 4 SCPI, enfin 3 SCPI et il y a une 4e qui est sortie. Corum Origin notamment, le mastodonte, on va dire, qui a montré une certaine résilience. Et je voudrais qu'on comprenne un peu les secrets de votre gestion de la SCPI. Et notamment, comment ça s'est passé pour vous en crise, quand on a vu des SCPI qui, en 2023, ont énormément souffert. Comment vous, ça s'est passé? Comment ça se passe actuellement en sortie de crise peut-être? Comment tu vois le marché aujourd'hui de l'immobilier pour vos SCPI? Alors, on va commencer par le commencement. Le commencement, c'est la création de cette SCPI Corum Origin, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas Corum Origin, ça s'appelait Corum Conviction. Okay. Puis, je crois dans les années 2016, 2017, 2018, comme tout le monde s'est mis à avoir des convictions, on s'est dit, avoir des convictions comme tout le monde, ça ne ressemble pas, donc on va revenir à l'origine du projet. Et donc l'origine, c'est en fait, en regardant l'histoire des SCPI, on se rend compte que la SCPI peut être une formidable machine à perdre. Je te la fais courte et simple. Ça collecte beaucoup quand le marché immobilier est très cher. Et ça décollecte quand le marché immobilier s'est cassé la figure. Donc, en fait, tu es dans le pire des scénarios. C'est-à-dire que tu crées un fonds. Et après, je te dirai ce que je pense de la SCPI en tant que fonds. Mais tu crées un fonds, tu collectes, tu fais rentrer beaucoup d'investisseurs. Tu investis beaucoup quand le marché est très cher. Et en gros, tu es contraint de vendre quand il s'est cassé la figure. C'est pour ça que j'appelais ça une machine à perdre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas une machine à perdre? Et l'idée, elle est sortie on va dire, début mi-2011. En se disant, en faisant un constat à l'époque, ça peut paraître évident aujourd'hui, mais les SCPI n'investissaient qu'en France. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut à la fois développer une SCPI, tout en leur faisant toujours investir dans de bonnes conditions? Et l'idée basique, qui peut paraître une idée juste très prosaïque aujourd'hui, mais qui était assez révolutionnaire à l'époque, c'était de dire, attendez, il y a un truc quand même qui est génial, c'est que en fait, une SCPI n'est pas obligée d'investir qu'en France. Et donc, c'est sans doute beaucoup plus simple de trouver toujours des bons investissements avec des bons rendements et des prix corrects à l'échelle de l'Europe qu'uniquement à l'échelle de la France, voire de Paris. Parce qu'à l'époque, il y avait un raisonnement, moi je me souviens avoir croisé d'éminents spécialistes de l'immobilier qui m'expliquaient qu'on ne pouvait faire que de l'immobilier sérieux à un maximum de 10 minutes de l'étoile. Et c'est pas des blagues. Ouais. Donc l'idée est toute bête, elle est là. Et pour faire une métaphore, c'est un peu plus facile de trouver un trèfle à 4 feuilles sur un terrain de foot que dans sa jardinière. La probabilité est plus forte. Et donc, l'idée de base, c'est de se dire, il y a un truc qui s'appelle l'euro, il y a une zone euro. Et à l'époque, on constate que les marchés immobiliers sont, en plus de ça, ne sont pas tous dans le même cycle. Par exemple, tu as le marché immobilier espagnol, portugais, donc tout le sud de l'Europe, qui reste complètement dévalorisé, déserté par les investisseurs. Donc, tu trouves plein de choses hyper intéressantes avec des rendements de dingue et à des prix complètement incroyables. Et des belles entreprises qui sont capables de payer des loyers. En France, c'est après la crise des subprimes, donc en France, en Allemagne, le marché redevient un petit peu plus cher.
Et tu te rends compte que tu as des écarts entre les pays dingues. C'est-à-dire que ce que tu vas acheter à 5% en Allemagne, tu dois le payer peut-être 9 ou 10% en Espagne, au Portugal ou en Irlande. Donc le constat, il est là, en se disant, le jour où ces marchés reprendront de la valeur, peut-être à ce moment-là, le marché français sera un peu moins bien, on pourra revenir en France. Donc en fait, c'est juste l'idée de se dire, je suis hyper opportuniste et je vais faire les bonnes affaires quand elles sont là. Et puis, quand le marché a repris de la valeur, je vends. Alors ça, c'était une deuxième idée à la création de cette SCPI, parce qu'à l'époque, les SCPI, et on peut dire qu'encore aujourd'hui, une SCPI, c'est pas fait pour ça, ne vend pas. D'ailleurs, c'est ce qui a révélé à la dernière crise, la crise en cours toujours pour certaines, c'est que ces SCPI ne vendent pas. Et nous, l'idée de départ, c'était de se dire, une fois qu'on a recréé de la valeur, parce que le pays en question, marché immobilier, est redevenu intéressant, les prix ont augmenté, on en profite, on vend et on prend des plus-values. Voilà, donc c'est des choses extrêmement basiques. Je vais même qualifier de reptilienne. Enfin, c'est vraiment de l'asset management reptilien, opportuniste si on veut utiliser un mot un peu moins agressif, mais c'est vraiment ça. Et l'idée de base, elle est partie de là. Voilà. Et donc, partant de là, tout a été très bien jusqu'en 2016. Et Juste là, c'était en 2012 du coup. Ça, ouais, on l'a créé en 2012. 2012. On l'a pense en 2011, on l'a créé en 2012. Vous avez créé la première SCPI européenne. Ouais, alors il y avait peut-être une ou deux SCPI qui avaient fait un ou deux investissements avant à l'étranger, mais c'était vraiment symbolique. Nous, on avait vraiment cette stratégie internationale. Et donc, 2016, donc 4 ans après, cette très bonne idée se révèle avoir une limite. C'est-à-dire que l'idée qui consistait à se dire on trouvera toujours un bon endroit pour investir ou un bon endroit pour vendre, parce que les cycles immobiliers sont différents entre les différents pays européens. On a la chance d'avoir une devise commune. En fait, avec la remontée progressive la baisse progressive des taux d'intérêt, en fait, on a vu de plus en plus d'argent arriver sur le marché immobilier. Et en fait, ça radie un petit peu en Europe. Ça irradie un petit peu partout en Europe. Il y a une théorie économique qui dit que, un dicton économique qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a vu de plus en plus d'investisseurs arriver dans des coins qu'on ne voyait pas en Europe à une certaine époque, arriver avec de l'argent, venir avec leurs prix, avec des idées de prix qui étaient plutôt ceux des pays riches, entre guillemets, des pays où le marché immobilier était cher, et faire monter les prix de façon un petit peu uniforme en Europe. Et en 2016, on a pris une décision, c'est de limiter la collecte de cette SCPI. Alors, on l'a écrit, notamment pendant les assemblées générales. Tous les ans, dans une SCPI, il y a une assemblée générale avec les associés. Il peut y en avoir plusieurs dans l'année. Et on avait pris la décision devant les associés de limiter la collecte. Volontairement de mettre un plafond, un seuil de collecte. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivait plus à investir par rapport à la stratégie de cette SCPI. Et la stratégie de cette SCPI, c'était aussi de délivrer un résultat. Ça, c'était la deuxième chose qui a amené Quorum Origine. C'est dire, moi, je ne fais pas de l'immobilier pour faire de l'immobilier. En gros, moi, je m'en contrefous de l'immobilier. Ce qui m'importe, c'est je me place mon épargne à un endroit, je veux une performance, je vais essayer d'éviter de prendre du risque à mon capital. Donc, quand on a créé Quorum Origine, on a dit, l'objectif, c'est de faire jusqu'à la nuit des temps 6%. Bon, la nuit des temps, on est 12 ans après, on n'est pas tout à fait la nuit des temps, mais à l'échelle d'une ville épargnante, ça commence à être pas mal, 12 ans, 13 ans même. 6% tous les ans. Et donc, pour faire 6% tous les ans, c'est investir la collecte de telle sorte qu'on puisse délivrer un rendement de tous les ans de 6%. Et donc... que vous avez réussi d'ailleurs. Ouais. TRI 10 ans, 6,7, il me semble. Ouais. Ça, c'est le TRI et le rendement a toujours été supérieur à 6. Il le sera encore d'ailleurs cette année. Donc, on limite la collecte. Pourquoi ? Parce que si on veut faire les 6%, à plus de 300 millions d'euros, on ne sait plus investir. C'est-à-dire que si on investit plus, on va prendre plus de risques, on va dégrader la performance. C'est-à-dire que les 6 vont sans doute tomber à 5,80, 5,70, 5,60. Enfin, ce qui s'est passé sur les SCPI, sur le marché des SCPI de façon générale. Je crois qu'en 2010, la moyenne des SCPI, elle délivrait aux environs de 5,80, 5,70. Ouais. Aujourd'hui, on est plutôt à 4,5, ça s'est bien tassé. Ouais, et encore, c'est remonté parce que beaucoup de SCPI techniquement ont baissé leur prix de part, ce qui a fait mécaniquement remonter les rendements. Oui, évidemment. Mais voilà, le truc, c'est en fait, il faut arrêter de collecter quand on n'est plus capable d'investir dans d'autres conditions pour délivrer la performance. L'autre point, c'est un petit peu l'effet miroir de ce que je t'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, notre credo, c'était d'investir là où les marchés immobiliers sont déprimés. En gros, faire des bonnes affaires, voilà, et être opportuniste. A contrario, plus tu vas acheter cher sur les marchés les plus chers, plus les prix vont monter, plus tu vas prendre des risques. Enfin, le truc, il est assez mécanique. Moins tu achètes cher, de mon point de vue, moins tu prends de risques. Plus tu achètes cher, plus tu prends de risques. Et derrière tout ça, il y a des lois économiques qu'on peut tous comprendre. C'est-à-dire que si on veut tous acheter la même chose au même moment, d'accord, c'est la loi de l'offre et la demande, on va faire mécaniquement monter les prix.
Mais il suffit qu'à un moment, il y ait quelques-uns d'entre nous qui se retirent du marché et on va faire baisser les prix. Et plus les prix vont monter haut, parce qu'il y aura une inflation due à la demande, et puis il y a un risque qu'ils redescendent rapidement et violemment quand les investisseurs vont se retirer, ils auront moins d'appétence pour le marché. Alors que si on est quelques-uns sur un marché, du coup, les marchés sont moins volatiles. Donc, il y a ces deux effets, plus de rendement, moins de risques et se protéger à terme sur la valeur. Voilà. Et on a limité la collecte de Quorum Origin à partir de 2016. Je crois que deuxième semestre 2019, premier trimestre 2020, on a cette SCPI, on a dû descendre la collecte à 170-180 millions d'euros. À 6% à l'époque, on aurait pu collecter peut-être 10 fois plus. J'en sais rien. Mais on a volontairement limité la collecte justement pour protéger le rendement et protéger la valeur de part, protéger le fait qu'on ne prenne pas de risque sur les valeurs des immeubles qu'on achetait. Voilà. Et donc, c'était à la fois une stratégie un peu à contre-courant de tout ce qui se faisait, parce que l'intérêt d'une société de gestion comme Quorum, c'est d'avoir le maximum de clients qui amènent le maximum d'argent, puisqu'on est rémunéré sur le montant de l'argent qu'on gère. Et donc, on joue un petit peu contre les intérêts de la société de gestion, mais notre idée, c'était de voir un peu plus long terme que les années sur lesquelles on a pris ces décisions, c'est de se dire, le jour où le marché se retourne, on ne va pas tous reprendre sur les pieds, c'est-à-dire qu'on va maintenir nos rendements élevés. Donc, le jour où les taux d'intérêt remontent, c'est vrai qu'une SCPI en 2019 ou en 2022, finalement, à 4,5, c'est pas si mal quand les taux d'intérêt sont à 0, quand le livret A devait délivrer moins de 1%, ou quand un produit assurance vie doit délivrer à l'époque de 20, de 30, c'est pas si mal que ça. Et même quand on voit la performance d'autres produits, on se dit, 4,20, c'est pas mal. Sauf que si le taux d'intérêt remonte, tous les autres produits financiers vont baisser de valeur à ce moment-là, mais leurs rendements vont augmenter. Et donc, la SCPI va être disqualifiée. C'est ce qu'on a observé. Pourquoi faire la SCPI en 2023 quand on peut avoir un compte à terme sur 6 mois qui va vous donner, sur lequel votre banquier va vous donner 5%, voire plus? Ça fait aucun sens. Voilà. Et donc, rendement élevé et pas de prise de risque sur la valeur en achetant trop cher. Et c'est comme ça qu'on passe la crise qui apparaît dans les SCPI début 2023, mars 2023, je crois qu'il y a la première baisse de prix de part. Mais en fait, la crise sur le marché immobilier, elle a débuté en 2022. C'est simple. Guerre en Ukraine, inflation qui suit la crise du Covid, où on est déjà en début d'inflation. La guerre en Ukraine enclenche un phénomène d'inflation très forte. Les États réagissent, on remonte les taux d'intérêt parce que l'inflation est la crainte de tous les États. Et puis en remontant les taux d'intérêt, tout ce qui a été payé cher avec des rendements faibles perd de la valeur. On va tous le comprendre. Si à un instant T, j'ai acheté quelque chose 100 et que le rendement que me délivrait ces 100, c'était 2%, si demain matin, pour 100, je peux avoir un rendement de 6, je revends le 100 qui me donnait 2, sauf que personne ne veut me l'acheter. Donc, il faut que je baisse le prix pour que celui qui va me l'acheter retrouve un 6, parce que partout ailleurs sur le marché, il va trouver 6. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, comme toujours, le marché immobilier est le dernier à réagir. Donc, les premiers marchés qui réagissent, c'est la bourse, les obligations, produits de taux. Je ne vais pas acheter une obligation à 2% si demain j'ai une obligation qui est émise et qui me rapporte du 6, parce que les taux d'intérêt sont à 6. Et que l'entreprise qui émet l'obligation, elle ne trouvera pas à se financer à moins de 6. Donc, baisse du marché des obligations, des valeurs. La bourse a réagi en même temps, quoique la bourse n'a pas tellement baissé en définitive. Le private equity a baissé, l'investissement dans les entreprises, les valeurs ont baissé. Et le truc qui a comme toujours réagi en dernier, c'est l'immobilier. Alors pourquoi ? Oui, merci. Mais alors pourquoi cette inertie ? Alors ça, c'est très drôle. C'est un truc qui m'a toujours amusé dans le marché immobilier. C'est-à-dire qu'il y a une croyance dans l'immobilier qu'un immeuble a de la valeur. Je me souviens, pendant très longtemps, j'ai dit la seule chose qui crée de la valeur dans un immeuble, c'est un locataire. L'immeuble en tant que tel, ça n'a aucune valeur. Tu n'achètes pas un immeuble pour un tas de pierres. Sauf à titre personnel, pour du résidentiel, parce que tu aimes bien cette baraque au fin fond de ta campagne, ou tu aimes bien un truc à Lyon, en région parisienne, tu as un coup de cœur architectural, mais en tant qu'investisseur, si c'est pour ton argent, un tas de pierre n'a aucune valeur. Il y a beaucoup de tas de pierres dans le monde qui n'ont aucune valeur. Le plus connu d'entre eux, et c'est une parabole qui vient pas de moi, mais d'un banquier allemand, c'est Versailles. C'est le plus bel immeuble du monde, sauf qu'on a coupé la tête du locataire. Ça vaut absolument 0. C'est une réalité. Personne ne paye le loyer.
Bon, donc la vérité, c'est que le marché immobilier réagit toujours avec beaucoup de délai. Et ensuite, je mettrai un bémol à ce que je vais dire. Parce que les acteurs de l'immobilier, les investisseurs, en général, nous tous, on considère qu'un immeuble a de la valeur. L'immobilier, c'est de la valeur. Non, le placement immobilier est un placement comme un autre. Okay. Et un immeuble n'a pas plus de valeur qu'autre chose, qu'un bout de papier que représente un chèque ou une action en bourse. Et donc, il y a un moment, il y a un principe de réalité. C'est-à-dire que toi, tu vas me dire, bah voilà, cet immeuble, il vaut 100 parce que je l'ai payé il y a 3 ans 100 et que vraiment le marché dit que ça vaut 100. Sauf que 100 en face, j'ai un loyer, on va dire, de 4. D'accord? Donc, je gagne 4%. Mais si demain matin, tu peux trouver un autre placement qui va te ramener du 6, et à un moment, tu vois, tu finis par comprendre en disant c'est complètement idiot que je fasse de l'immobilier, je bazarde mon truc, je prends ma perte et j'investis dans autre chose qui me ramène plus. Ou un autre investisseur va dire je fais plus d'immobilier, donc je donne plus de prix à ton immeuble et je vais acheter autre chose qui me rapportera plus. Voilà. Et ensuite, il y a eu un autre déclencheur dans la prise de conscience des acteurs immobiliers, c'est toujours le même, c'est-à-dire que beaucoup de gens comment dirais-je, étaient un peu autistes sur la valeur des immeubles, en se disant, mais vraiment, c'est ce que ça vaut, quoi. C'est ce que vaut ce truc-là. Sauf que quand ils veulent financer l'immeuble, ou quand il y a un investisseur qui vient leur voir en disant, écoute, moi, je veux bien te l'acheter à 4%, sauf que le banquier, aujourd'hui, il me prête plus à 1 ou 2, il me prête à 5. Donc, je ne vais pas acheter quelque chose qui va me ramener du 4 et le financer avec une dette qui vaut 5. Donc, il faut au moins que tu me le vendes à 6, donc il faut que tu me baisses le prix. Mais tout ça, ça prend du temps. Et d'ailleurs, on a bien vu dans le discours à partir de début 2023, fin 2022, des gérants de SCPI, c'est non, nos patrimoines ne bougeront pas, les valeurs ne bougeront pas, c'est ce que ça vaut. Ben non, mon gars, au bout d'un moment, ça vaut ce que quelqu'un voudra bien t'en payer. Et si ton truc, il est trop cher à l'instant T par rapport à ce que je peux avoir dans d'autres types d'investissements, eh ben, je ne te l'achèterai pas. En tout cas, ça ne vaut pas ça. Voilà. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour se prémunir de ça, comment est-ce qu'on a fait? Le fait de limiter la collecte, d'aller toujours investir sur des marchés où les rendements étaient élevés et de jouer les cycles de marché fait qu'on a toujours maintenu la performance. Donc une SCPI, quand elle fait 6, entre 5,50 et 6, ça reste quand même un produit performant, quoi. Même il y a 2 ans, quand il y avait les comptes à terme avec des rendements très élevés, même quand l'obligataire faisait 6,5, 7, à 6 de l'immobilier, ça reste bien. Mais si tu es gorgé de produits dans ta SCPI qui crachent du 4, pour reprendre l'expression de mon fils, t'es tanké, quoi. Tu ne pourras jamais remonter. Donc la seule façon, c'est de baisser ton prix de part. Et d'ailleurs, tu es obligé de le baisser parce que ton patrimoine, il ne vaut plus la valeur que tu pensais qu'elle valait. Et c'est comme ça qu'est apparue la crise des SCPI. Et donc, Quorum est passé au travers de façon assez, on va dire, hygiénique, en se protégeant depuis 10 ans et en évitant d'acheter trop cher. On n'a pas été sur les marchés les plus chers. Une petite anecdote, je crois que le patrimoine des SCPI de Quorum, début 2023, on doit avoir 3% du patrimoine en France. Ouais, ok. 97% en zone euro. Ouais, France. et l'Allemagne, on doit avoir vendu toute l'Allemagne, tout ce qu'on avait en Allemagne fin 2022. Et l'autre truc, c'est que nos SCPI ne sont pas endettés. Bah oui, parce que un truc très tentant, quand l'argent est pas cher, c'est de s'endetter. D'ailleurs, en tant que particulier, on a tous fait pareil. Quand pour ta résidence principale, tu achètes à 1,50, tu te dis c'est pas cher. Donc on va être tous à venir avec des financements. Donc là où avant, tu avais un acheteur pour une maison, tu te retrouves avec 5 ou 10 personnes parce que les banques donnent plus facilement accès au crédit. Okay, et tu vas accepter d'acheter plus cher parce que la dette ne te coûte rien. Mais si la dette devient plus chère, fatalement, tu auras moins d'acheteurs. Et donc en face, celui qui vend, il va avoir moins de propositions. Et donc il y a peut-être un moment, s'il n'y a plus assez de propositions, ou si c'est le vendeur qui fait le prix, il va être obligé de baisser son prix. Donc tout ça, c'est les mêmes logiques, les mêmes mécaniques. Donc le fait de ne pas s'endetter quand le marché immobilier est cher, c'est aussi une protection. Et donc ça aussi, ça nous a énormément protégés. Et quand on regarde ce qui s'est passé, ce sont les CPI qui ont acheté dans les pays les plus chers, en gros France, Allemagne, qui sont le plus endettés, qui ont eu les plus gros problèmes. Parce que c'est elles qui ont pris de plein fouet la remontée des taux d'intérêt, avec des produits qui étaient plus compétitifs, avec des valeurs d'immeubles qui ont le plus baissé parce que c'est elles qui étaient le plus à risque. Et donc tout ça va... En fait, cette crise, elle a démontré ce que nous, on avait intégré chez Quorum depuis le début, c'est que le risque, il n'est absolument pas là où on le croit. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu achètes un immeuble cher que tu as l'abri de tout dans la vie. C'est exactement l'inverse. Ouais. Un immeuble, ça n'est qu'un tas de pierres. Il n'a de la valeur que par rapport à la croyance que quelqu'un d'autre va donner à ta propre valeur. Ouais. Mais si tu as des comparatifs qui te laissent à penser que finalement, ce n'est pas un bon investissement, voilà. Donc,
pas si difficile que ça. Il fallait juste avoir une discipline, une hygiène sur la collecte. Notre métier, nous, c'est pas de collecter. Notre métier, c'est de gérer l'argent qui nous est confié. Et voilà, je pense que ça a été notre meilleur verrou, notre meilleure protection, de se dire, on a un objectif de rendement, de performance, on s'y tient. Et ça nous a empêché d'acheter trop cher, de partir dans une course à l'échalote avec d'autres gérants peut-être, sur, oui, on va collecter, mais on achète cher, on n'achète pas forcément dans les pays sur lesquels on est le moins exposé, etc. Et ça, pour moi, pour moi, c'est notre savoir-faire. C'est qu'on ne se laisse pas embarquer par le système. Quand je dis système, c'est la croyance commune de tout le monde dans le monde de l'investissement immobilier. On a nos convictions par rapport à des pays, on a nos convictions par rapport à des immeubles, des typologies d'immeubles. Voilà, quand on a débuté chez Corum, on avait acheté, je me souviens, ce qu'on appelle des locaux d'activité. Alors ça, c'est un terme technique pour dire c'est des locaux dans lesquels il y a des entreprises qui ont une activité. Bon. Il y a 15 ans, c'était considéré un peu comme la poubelle de l'immobilier. Ok. Ah ouais, c'était considéré comme la poubelle de l'immobilier. Nous, on voyait autre chose. On voyait une entreprise qui crée de la valeur, qui a un chiffre d'affaires avec des salariés, qui est capable de payer son loyer à 15 ans. Ça me ramène 8%, fine. Enfin, très bien. Pour moi, ça a de la valeur. Ouais. Pour les acteurs de l'immobilier, c'était pas ce qu'on appelle le QCH, je te décode du QCH, c'est-à-dire quartier central des affaires à Paris. C'est là où tu as les immeubles de bureaux les plus chers, où tu vas trouver les grands cabinets avocats, tous ces trucs-là. C'est un truc noble, quoi. Ouais, premium. Premium, ouais. Bon, moi, ce qui compte le premium, c'est mon rendement et la valeur de mon capital. De même, on avait de la logistique, on avait les entrepôts, ça s'appelait même pas logistique à l'époque, on avait les entrepôts. Ça aussi, c'était considéré comme hyper à risque, c'était du sous-immobilier. Bon, je constate avec satisfaction que depuis, tout le monde veut faire de l'activité et de la logistique. Ouais. Et que d'ailleurs, pour la petite histoire, aux États-Unis, l'immobilier qui coûte le plus cher, c'est l'activité. Okay. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, on voit qu'il y a derrière tout ça, il y a des inerties, il y a des croyances de marché, avec des mécaniques, je ne veux pas rentrer dans la psychologie à sandales, mais qui sont des mécaniques sociales parfaitement compréhensibles. C'est-à-dire qu'on est des humains, on a tous envie d'être en droit au même moment, on n'aime pas être tout seul dans son coin. C'est vrai que quand il y a un gars qui est tout seul dans son coin, alors qu'on est tous là, on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, quoi. C'est le syndrome, c'est un vieux syndrome de l'humanité. On est des êtres sociaux, donc on aime être ensemble. L'investisseur, il est pareil. Continuer sur ce thème-là, tu vois, on a créé une SCPI qui s'appelle Corum XL. L'idée, en 2018, c'était de dire, il y a le Brexit, c'est génial, on va faire des affaires dans l'immobilier avec une IF qui s'est cassée la figure et un marché immobilier qui a dû baisser 30 ou 40%, parce que plus personne ne veut investir. Le Brexit fait peur à tout le monde. Bon, on a été les seuls à investir pendant le Brexit, on a fait des affaires extraordinaires. Et on a fait la même chose dans beaucoup de pays. Et ça, c'est une conviction forte. C'est que pour faire des affaires, il ne faut pas acheter comme tout le monde au même endroit, au même moment. Parce que c'est la meilleure façon de prendre un maximum de risques. Et du coup, aujourd'hui, où sont tous les acteurs où est-ce qu'ils achètent aujourd'hui? Et du coup, où est-ce que vous n'allez pas? Alors, pour être honnête, je sais pas trop ce que font les autres et je ne sais pas forcément que les SCPI. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins d'argent aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 ou 3 ans, en 2022. Il y a moins de collecte sur les SCPI. Alors, et encore une fois, la SCPI, c'est un micro-truc dans le marché immobilier de façon générale. Il n'y a pas qu'à SCPI qui investit. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'investir. Je reviens à mon histoire de début, la SCPI, c'est une formidable machine à perdre, sauf si on prend quelques précautions. Et si la SCPI, elle collecte beaucoup quand le marché immobilier est pas cher, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est juste génial parce qu'on fait des emplettes pour l'avenir. On fait des emplettes parce qu'on a des bons rendements et on fait des emplettes parce qu'un jour ou l'autre, le marché immobilier va reprendre nos valeurs, va réaugmenter et donc on pourra vendre dans de bonnes conditions. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a des bonnes affaires à faire partout, mais il n'y en a pas tant que ça. Parce que les investisseurs immobiliers qui sont propriétaires de ces trucs-là, sauf les CPI qui ont planté leur liquidité, mais ils ont le temps parce qu'ils peuvent attendre. Voilà. Donc si la banque ne te met pas la pression parce que tu n'as pas trop de dettes pour rembourser, si tes investisseurs te laissent à toi-même le temps, ou si tu es toi-même investisseur et que tu as le temps, tu ne vends pas. Donc quand il y a des choses à vendre, c'est à des prix plutôt très intéressants. Il n'y a pas tant de choses que ça à vendre. Par contre, contrairement à quelques années, on trouve des choses très intéressantes, y compris en France. Ok. J'avais toujours dit il y a une dizaine d'années, un jour on viendra investir en France quand le marché immobilier sera cassé les figures. On l'a fait des très belles affaires. Depuis 2 ans. Voilà. Et tu parlais des convictions sectorielles, donc au début avec la logistique, etc. Aujourd'hui, quelles sont vos convictions sectoriellement? Je vais te livrer une anecdote encore.
Je me souviens, en 2020, on devait m'appeler une fois par semaine en me disant « Mais Coram, pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme tout le monde de la santé ?» Ouais. Il faut faire de la santé, les gars. C'est le truc, il faut faire de la santé. Et moi, je disais « Mais je ne vais surtout pas faire de la santé. Comme tu me dis que c'est ce qu'il faut faire, tout le monde a la même idée au même moment. » C'est vrai que c'est évident en 2020, pendant le Covid et l'année ou les 2 années qui ont suivi, de faire la santé. Sauf que les prix de la santé ont explosé parce que tout le monde a voulu acheter la même chose au même endroit au même moment. La santé dans l'immobilier, c'est un tout petit marché en Europe. C'est tout petit. Okay. Donc, les prix ont monté avec le risque qui va avec. Et nous, pendant le Covid, on achetait quoi ? Du commerce et des hôtels. Parce que plus personne voulait acheter de commerce et des hôtels. Voilà. Okay. Et que évidemment, il fallait pas acheter sans regarder la qualité du locataire, ce qui allait se passer, ce qu'on pouvait imaginer, ce qui se passe après le Covid et tout. On a fait de très belles affaires dans le commerce et l'hôtellerie à cette époque-là. Voilà, donc la conviction aujourd'hui, c'est que il faut pas aller là où tout le monde veut aller. Nous, en ce moment, on est en train de faire de la santé. On aime bien. Okay. Parce qu'il y a eu pas mal de cases dans la santé. Il y a eu un petit accident industriel et puis il y a pas mal d'acteurs d'immobilier qui ont payé très cher et qui ont qui prennent des baisses de valeur, donc ça attire un peu moins de gens. Voilà, moi on adore le bureau aujourd'hui. Moi un bureau à la Défense, ça me fait pas peur, il faut juste le payer le bon prix, avoir un beau locataire qui va être capable de payer ses loyers dans 10 ans. Parce que le bureau, il s'est passé effectivement, les modes de travail ont changé, ils ont évolué. Mais à la fin de la journée, on voit que toutes les boîtes rappellent tout le monde au bureau parce que le télétravail, c'est très bien, mais il y a des limites. 2, il y a un usage des bureaux qui est un petit peu différent. Et oui, c'est vrai que là, il y a peut-être plus sympa que la Défense pour aller travailler. Mais si j'ai un prix de loyer qui est 4 fois moins cher que Paris intramuros, je pense qu'un chef d'entreprise normalement constitué va dire « Bon non, attends, c'est peut-être pas inintéressant. » Et d'ailleurs, c'est un mouvement qu'on commence à voir. Les investisseurs ont déserté. Donc, les prix sont super intéressants. Si les loyers sont mis au bon niveau et qui reflètent la qualité du marché locatif de la Défense, qui était, il faut le reconnaître, devenu un petit peu n'importe quoi il y a quelques années, ça va faire du sens. Encore une fois, un actif immobilier, il fait du sens par rapport à son biotope d'économie réelle. Il ne fait pas de sens en tant que tas de briques indépendamment de tous les gens qui peuvent être autour, dont le locataire, dont les utilisateurs et même les sujets d'urbanisation. Donc, moi, le bureau aujourd'hui, oui, on aime bien. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de la dette à ne pas faire en 2022, quand c'était pas cher et quand la dette valait pas cher, mais que les biens immobiliers coûtaient cher. Aujourd'hui, est-ce que s'endetter, c'est une option pour vous ? Alors, il faut revenir à ce qu'est la dette quand tu investis. Alors, techniquement, on appelle ça l'effet de levier. Si vraiment tu veux être hyper technique, si vraiment tu es un cadre de l'immobilier, tu vas appeler ça du leverage. OK. En fait, il faut revenir aux fondamentaux. Quand tu achètes en mettant de la dette, quand tu fais un investissement en mettant de la dette, c'est-à-dire que toi, tu amènes de ton argent. OK. Et tu vas aller voir un banquier qui va te prêter, par exemple, 50% de l'actif dans lequel tu vas investir. Donc, il y a un actif qui vaut 100, toi, tu mets 50% de capital et le banquier met 100. OK. Faut bien avoir un truc en tête, c'est que le banquier, tu lui dois de l'argent. Quelle que soit la valeur de l'immeuble. C'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que, quelle que soit la valeur de l'immeuble, d'abord sur le prix, si j'achète quelque chose 100 et que dans 5 ans ou 10 ans, je le revends 150, si j'ai mis 50 de dette, OK, donc je vais rembourser au banquier ces 50, OK, et moi j'aurais mis 50 de capital, et donc il va me rester, je vais récupérer 100, puisque 150 moins 50 de dette, ça fait 100, j'ai mis que 50 de capital, donc j'ai fait un gain de x2. 100%. Je suis un génie de la finance et de l'immobilier. Donc faisons de la dette. Oui, mais faut être certain de vendre plus cher que ce que tu as acheté. Ouais. Alors, on va faire le scénario inverse. Ouais, l'effet inverse. Okay. Imagine que ce que tu as acheté 100 ne vaille plus que 50. D'accord ? Donc toi, tu touches tes 50 quand tu vends ton immeuble, mais le banquier dit, tu vas vendre les 50. OK. Tu as gagné quoi ? Banqueroute. Tu as perdu tout ton capital. C'est-à-dire que les 50 que tu avais mis, tu as tout perdu. Donc, tu as une perte de 100%. Donc ça, c'est le miroir aux alouettes. C'est-à-dire que, comme dans tous les métiers d'investissement, dans le private equity, on l'a vu, mais d'autres métiers, mais dans l'obligataire, il y a des gens on peut mettre de la dette sur la dette.
ou dans l'immobilier, une façon d'améliorer la performance financière, c'est de mettre de la dette. Parce que quand ça gagne, c'est ce que tu fais un effet de levier. Tu fais un levier sur la dette par rapport à ton gain si tu n'avais pas investi, si tu n'avais pas mis cette dette. D'accord ? Mais quand ça perd, le risque est énorme. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre de la dette quand tu as une probabilité raisonnable de gagner. Autrement, il faut être idiot. OK ? Mais si tu as cher quand le marché est très cher, et quand est-ce que le marché est très cher ? Quand les taux d'intérêt vont se rapprocher de zéro, d'accord ? Ça veut dire que tu vas accepter de gagner très peu en rendement parce que tu sais que si tu places ton argent à la banque juste en attendant un taux d'intérêt, tu vas avoir un rendement très faible. Bon, donc le point de repère, c'est les taux d'intérêt. OK ? Si les taux d'intérêt remontent, c'est-à-dire que tu passes de 0 à 4%, d'accord ? Si tu as acheté quelque chose, alors on ne va pas prendre 0, mais si tu as quelque chose avec un rendement à 2%, que les taux d'intérêt passent de 0 à 4, ça veut dire que globalement, tu avais ce qu'on appelle un spread, encore une fois, c'est un vilain mot, mais un spread, c'est l'écart entre le rendement de ton actif et le coût de ta dette. Tu vois. Si tu achètes un immeuble qui va te donner du 2% et que toi, tu as emprunté à 0, si le lendemain matin, la dette, elle vaut plus 0, mais elle vaut 4, et que tu as le même écart, c'est-à-dire qu'il faut que l'actif fasse du 6 pour avoir la même rentabilité que quand la dette valait 2. Donc, pour obtenir ça, il faut acheter des immeubles moins chers. Et c'est là qu'arrive la crise de baisse de l'immobilier. Donc, c'est extrêmement mécanique. Plus les taux d'intérêt vont être faibles, plus tu prends un risque sur la valeur. Parce que si les taux remontent, tu vas perdre mécaniquement. Donc, c'est pour ça que toute cette période où on a vu beaucoup d'acteurs de l'immobilier, dont les CPI, commençaient à beaucoup endetter. Alors, ils sont endettés parce que on se disait, si je fais l'effet de levier, je vais pouvoir améliorer le rendement qui est faible grâce au gain entre le rendement de mon actif, donc mon immeuble, par exemple, qui est 4, et le coût de 2 de ma dette. Ça va être du gain. Ah oui, d'accord. Sauf que je vais prendre du risque. Ouais, j'ai un rendement faible, donc je fais de l'effet de levier pour maximiser. Exactement. Voilà. Donc, ce que je vais gagner momentanément sur le rendement, je vais augmenter mon risque sur la valeur du capital. Mais le rapport de la perte, il est juste dans un rapport de 1 à 10, 1 à 20. C'est-à-dire que le gain momentané sur le rendement, il est exponentiel en termes de perte potentielle sur le capital. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, il fallait se protéger quand les taux d'intérêt étaient très faibles, pas acheter trop cher, éviter de mettre trop de dettes au cas où les valeurs se retournent. Voilà ce qui explique pourquoi on a vu certaines SCPI baisser 3 ou 4 fois leur prix de part, successivement. Certaines, elles arrivent, je crois, à 40 ou 50% de pertes. Alors, ça peut paraître dingue, mais quand je t'explique cet effet, entre l'effet de levier, surpayer les actifs, parce qu'il fallait absolument investir, aller acheter dans les endroits les plus chers, la prise de risque, elle était maximum. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise, si tu veux. Donc, aujourd'hui, on est exactement dans la situation inverse. Alors, oui, la dette coûte cher, mais ce que tu achètes, ça vaut beaucoup moins cher qu'avant. Tu as des rendements supérieurs et les valeurs sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut mettre de la dette. Ce n'était pas il y a 3 ou 4 ans. Ouais. Et donc, il faut malgré tout investir sur les classes d'actifs sur lesquelles tu auras le plus de probabilité, classes d'actifs, donc les types d'immeubles sur lesquels tu auras plus de probabilité de faire des gains. Et où sont les classes d'actifs sur lesquelles tu auras plus de probabilité de faire des gains ? Par exemple, le bureau, comme plus personne en veut, que les prix sont très bas, de toute façon, un jour ou l'autre, les prix vont remonter sous une forme ou sous une autre. Okay ? Pourquoi ? Parce que à nouveau, on va avoir des investisseurs. C'est comme tout, une fois que tu as une dépression, tu as des gens qui reviennent en se disant il y a des bonnes affaires. Donc il faut être dans les premiers, mais pas être dans les derniers. Si tu reviens une fois que tout le monde est revenu, tu recrées l'histoire de risque. Donc nous, c'est notre positionnement. Idem pour les pays. D'ailleurs, tu as parlé donc de Quorum XL, l'idée c'était de saisir l'opportunité du Brexit. Vous avez aussi lancé Quorum Eurion. Donc là, quelle était l'idée sous-jacente ? Alors là, c'était une idée un peu différente, c'est que on voyait, alors XL et Origine avaient ont des objectifs de rendement qui ont toujours été tenus et dépassés. Par contre, ça nous contraignait parce que des fois, on voyait de très bonnes affaires, c'est-à-dire que des actifs des immeubles qui n'avaient pas forcément un rendement élevé parce qu'ils étaient considérés comme prime par les acteurs de l'immobilier, mais les prix étaient intéressants. C'est-à-dire qu'on savait que potentiellement, là, il y avait de la valeur à créer. C'est-à-dire que le prix par rapport au marché était sous-coté, pour tout un tas de raisons. Ça aussi, c'est un truc important dont on est intimement convaincu chez Quorum. Un marché, quel qu'il soit, il n'est jamais parfait. Jamais. Tu peux le prendre dans la vie de tous les jours. Hein. Tu vas aller acheter je crois que tu es originaire du Sud-Ouest. Hein. Tu vas aller acheter des fraises. Toi, tu vas dire, moi, des fraises, je ne les payerai pas plus de temps.
puis tu vas avoir un primeur qui va vendre les fraises 5 fois le prix que toi, tu acceptes de payer. Donc, il y a des gens qui acceptent de payer ces fraises 5 fois plus cher. Alors, ils ont peut-être une petite différence de qualité, mais toi, la valeur que tu lui donnes, ça vaut pas 5 fois. Et c'est vrai dans notre vie de tous les jours. Donc, on n'a pas tous la même vision des choses, la même vision de la valeur des choses, la perception de la valeur des choses. D'accord ? Et donc, c'est aussi vrai pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'à un moment, toi, tu peux considérer qu'une chose n'a pas de valeur et quelqu'un d'autre considérer qu'on a une autre. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc sur lequel on peut jouer, mais il faut juste en être conscient. Donc, il faut être capable de prendre assez de recul à l'instant T en se disant la vraie valeur, elle est là pour moi. Et il faut trouver le vendeur qui te permette de faire une bonne affaire, mais qui ne va pas l'offrir à tout le marché. La super barquette de fraises, qui est un peu meilleure que, effectivement, soit que, par exemple, tu vas acheter une barquette de fraises, le kilo, je dis 5 €. Et puis, tu as des gariguettes, super machin. Le gars, il les vend 40 balles. Puis, à la fin de la journée, il les a pas vendues. Le lendemain, ils sont pourris, ils vendront 0. Et toi, tu passes, il dit, monsieur, 10 €. Tu les prends ou pas? Non, tu vas descendre un peu, encore. Ben voilà. Mais il veut pas le crier trop fort sous les toits. Il peut pas le dire trop fort sur les toits. Parce que autrement, il va insatisfaire ses bons clients qui viennent tous les jours à 10 h du matin ou à midi, comme tout le monde. Parce qu'ils vont se sentir un peu floués. Ouais, qui achète à 40. Et puis son positionnement, c'est pas de faire des soldes. Donc il va le vendre sous le manteau. À l'immobilier, c'est pareil. Donc il faut arriver à trouver ces gens qui ont besoin de vendre, mais qui veulent pas le crier trop fort. Ok. Voilà. C'est exactement la même chose. C'est comme ça que tu arrives à faire des affaires. Mais ça, c'était l'idée d'Orient. Ça, c'était l'idée d'Orient. Okay. Exactement. Et donc, on a acheté des actifs un petit peu plus chers. Alors là, quelque part, on a eu un coup de chance. Il faut en avoir de temps en temps la vie. C'est qu'on a lancé en 2020, donc plein milieu du Covid. Donc, elle a malgré tout pu investir avec des rendements assez sympas. Voilà. Mais l'idée de cette SCPI, c'est un rendement un peu plus faible que les autres. Alors, elle est quand même au-dessus de 5%, hein, largement. Mais c'est avec le temps de dégager des plus-values et revendre des immeubles sur lesquels il y a plutôt de très bonnes affaires de fait. Ok. Donc, des investissements un peu plus prime, si j'ai bien compris. Avec pas ce mot-là. Mais bon. Tu m'as dit que tu n'aimais pas le mot influenceur. Je t'ai dit que j'aimais pas le mot institutionnel avant qu'on commence ce truc. J'aime pas le mot prime. Parce que le prime... On va dire patrimonial ? Non. Comment tu veux l'appeler ? Oui, c'est des immeubles que le marché considère un peu plus haut de gamme. Voilà. Ouais. Ok, très clair. Et ça peut être dans n'importe quel type. Ouais, ça peut être de la logistique, ça peut être des bureaux, ça peut être des hôtels. Voilà. Ok. Bon, je rappelle juste que performance passée ne préjuge pas des performances futures. Bon, c'est important de le dire. On a parlé de certaines théories ou certains rendements ou autres. Du coup, je voulais aussi parler de quelque chose d'assez inédit dans le monde de la SCPI. C'est votre dernière SCPI. Quorum USA, c'est ça ? Quorum US ou USA ? Quorum USA. Quorum USA. Donc ça, c'est quand même assez inédit dans le monde des SCPI. Une SCPI qui est dédiée donc à l'investissement outre-Atlantique, même juste aux États-Unis. Donc pourquoi vous êtes allé là-bas ? Et comment vous avez fait aussi pour faire ça, sachant que personne n'y était jusqu'ici ? Alors déjà, le fait que personne n'y soit allé, pour moi, c'est pas un point de repère. C'est pas parce que, tu vois, 2010, quand on m'explique que tu peux pas faire de bon investissement immobilier à plus de 10 minutes de scooter de l'Étoile à Paris, tu te dis, c'est quand même une vision du monde, tu vois, assez restreinte. L'Europe, on est européen, on est français, on est européen, il faut raisonner à l'échelle européenne. Après, il y a le monde entier. Alors, en fait, la question se fait poser depuis longtemps, parce que le marché immobilier américain, c'est le plus grand marché immobilier du monde. Okay. Ça nous serait... On y a réfléchi avant, on s'est dit, est-ce que c'est un truc intelligent ? Parce qu'on a regardé d'autres pays, hein, et Quorum XL aurait pu investir dans plein d'endroits, mais on avait limité les endroits, hein, globalement, aux pays européens qui ne soient pas dans la zone euro. C'est vrai que Quorum XL avait un actif au Canada. Au Canada, ouais. Donc on a un truc en Amérique du Nord, mais c'est pas forcément la vocation à embrasser la planète entière. Et avec Quorum USA, on s'est dit... En fait, on n'aurait jamais investi aux États-Unis avant février 2022. Pourquoi ? Parce qu'on considérait que les États-Unis étaient plus forcément l'hyperpuissance qu'on avait connue quelques années avant, que le dollar était quand même cher, et que voilà, les États-Unis étaient attaqués par la Chine, donc par la Chine, même par l'Europe, sur le plan économique, et que donc il y avait un vrai risque sur la devise. Et que le marché immobilier était aussi cher qu'en Europe, voire plus cher.
Voilà. Puis c'est un marché très mature, c'est un marché immobilier beaucoup plus financier que le marché européen. Le marché européen est un marché un peu pépère. Alors autant le marché anglais ou irlandais, ça va très vite, c'est un modèle anglo-saxon, autant l'Europe continentale, c'est des marchés immobiliers pépères, très financiarisés. Et les États-Unis, c'est le marché le plus financiarisé du monde. C'est hyper financier. Donc ça va très vite, ça évolue très vite. C'est-à-dire que donc les biens immo sont valorisés bien plus souvent, les non, transactions c'est pas ça, vont plus c'est vite. que les transactions vont beaucoup plus vite. Les gens, quand ils ont une perte, ils vendent immédiatement. Enfin, Okay. En Europe, tu vois, les gens ont des pertes. Il y a des CPI qui ont des pertes, elles ne vendent pas. Elles s'y accrochent. On s'y accroche, quoi. Donc voilà, les pays anglo-saxons savent prendre leurs pertes et ils vont vite. Et donc, guerre en Ukraine. Et là, personnellement, je me dis c'est un truc génial. En tant que Français et citoyen européen, je me dis c'est un truc génial. On va enfin faire. Poutine va nous aider à faire la vraie Europe. Voilà. L'Europe de la diplomatie, l'Europe de la défense, l'Europe géopolitique et vraiment faire un continent fort, au-delà d'une monnaie commune et quelques accords commerciaux. Et en fait, au bout de 4 mois, on se rend compte très vite que non, il n'a pas fait l'Europe et qu'il a refait les États-Unis. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on dépend tous des États-Unis. Cette guerre s'arrête du jour au lendemain si les Américains arrêtent de la financer ou d'envoyer des armes. On arrête d'acheter on n'arrête pas d'acheter du pétrole, du gaz russe. On achète moins de gaz russe, mais on va les acheter aux États-Unis parce qu'ils sont autonomes en énergie fossile, donc ils sont capables d'en vendre dans le reste du monde. Et ils ont des entreprises qui sont à la pointe de tout. Voilà. Plus grande puissance militaire mondiale, plus grande puissance économique. C'est le pays qui dépose le plus de brevets au monde. Les plus grandes entreprises on parle souvent des GAFA, mais il n'y a pas que les GAFA. Sont américaines. En plus, on a des entreprises qui commencent à être aussi fortes, voire plus fortes que les États. Hein, on l'a vu la guerre en Ukraine. Hein, si Monsieur Musk coupe Starlink, il n'y a plus de guerre, quoi. Et on se rend compte de plein de sujets comme ça. À travers les GAFA, on est complètement dépendant. Essaye de changer ton iPhone parce que tu veux plus d'iPhone, tu vas prendre un téléphone coréen par exemple, et ben, tu seras toujours sur Microsoft, donc tu seras toujours lié à une des GAFA ou un acteur américain, et tu te rends compte que derrière tout ça, il y a de la data, il y a des données que tu remontes aux US, ou presque. Et donc tu te dis, il y a quand même un truc dans le monde de la finance depuis toujours, de ce qu'on appelle les grands investisseurs institutionnels, mais aussi de particuliers, dans beaucoup de pays, c'est que tu mets toujours un peu de ton argent aux États-Unis. Et ça part juste d'un réflexe basique, c'est allouer un petit peu de sa richesse personnelle aux États-Unis. C'est pas complètement idiot, compte tenu de la position de ce pays, mais aussi parce que c'est une forme de shelter. C'est un pays continent, un peu protégé de tout. Et donc, il y a beaucoup d'Asiatiques qui ont l'argent aux États-Unis, beaucoup d'habitants de l'ex-Commonwealth, évidemment, Angleterre, mais Hong Kong, Australie, Nouvelle-Zélande, qui mettent de l'argent aux US. Voilà, c'est un peu un réflexe. Il y a beaucoup de Chinois qui ont de l'argent aux États-Unis. Donc, pourquoi on investit en bourse également, c'est un réflexe évident d'aller sur le S&P, sur les grandes actions américaines. Donc se dire, moi, épargnant français, mettre un peu de mon argent aux États-Unis, puis le faire à travers l'immobilier, à un moment, le cycle immobilier est très bas, où certes la devise est élevée, mais historiquement, la devise est élevée par rapport au cycle des 15 dernières années, mais quelque part, la valeur de cette devise, elle reflète l'état du pays, la force de ce pays. Et en fait, je mets le côté devise de côté. On a quand même une guerre à 1800 km des frontières françaises. On a un pays continent qui a quand même beaucoup de difficultés politiques et géopolitiques, économiques. Avoir un peu de son argent aux US, c'est pas complètement idiot, quoi. Quelque part, je vais un peu shelteriser ça. Bon, donc ça, c'est l'idée de base, qui nous paraît juste logique. Après, on se met juste un garde-fou avant de la lancer, c'est les élections de 2024, le résultat des élections de 2024, parce qu'on se dit, peu importe le candidat qui sera élu, après tout, Trump, il n'a pas fait grand-chose pendant son premier mandat. Par contre, il ne faudrait pas qu'il y ait à nouveau un début de guerre civile et que les Américains mettent 4 mois à décider du choix de leur candidat, parce que ça serait vraiment un facteur politique déstabilisant. On a vu que la dernière fois, en 2020, ça avait été vraiment un sujet de préoccupation, et pour nous, c'est un vrai risque. Donc, les élections sont claires, on dit, on lance, on y va. Alors, il y a un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est Trump 2. Voilà. Mais il en reste néanmoins vrai que le marché immobilier US est vraiment intéressant aujourd'hui, parce qu'il a été vraiment touché par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Donc, il est vraiment décoté. Le dollar, il fluctue en ce moment, il a un peu baissé, il a un peu remonté. Donc, le vrai sujet, c'est Trump. Et à la fin de la journée, on se dit, mais en fait...
en fait, on est dans le sens de l'histoire parce que si l'Europe, si en tant qu'épargnant européen, si en tant qu'Européen, on veut reprendre un peu notre destin en main, il ne faut pas oublier que à partir des années 50-60, les Américains sont venus investir massivement en Europe. Voilà, mais massivement. Ils ont permis la reconstruction de l'Europe. Mais derrière tout ça, il y avait souvent des fonds de pension. En fait, les Américains n'ont pas de système de retraite comme nous, Français, par répartition. Ils mettent de l'argent de côté dans ce qu'on appelle des fonds de pension, qui portent bien leur nom, une pension, un fonds. Voilà. Et donc, tous ces fonds de pension sont venus investir massivement sur le marché américain parce qu'il y a des entreprises qui créent de la valeur et c'est de la valeur qui était rapatriée aux États-Unis pour valoriser ces fonds et donc les retraites. Voilà. Donc, on se dit, finalement, aller investir aux États-Unis, faire revenir des loyers, bénéficier d'un moment où le marché immobilier est plutôt sympa. Donc, on achète à des Américains à la décote, on crée de la valeur qu'on a rapatriée en Europe. Finalement, on est dans notre rôle. Voilà. On se dit que c'est aussi un bon moment de le faire. Et le marché immobilier est super intéressant. Voilà. Et l'idée reste la même. Trump, il ne va pas rester éternellement au pouvoir, même s'il a annoncé qu'il briguerait peut-être un troisième mandat après l'avoir démenti. Voilà, les États-Unis sont un grand pays, sont à la fin de la journée une grande démocratie. Et le fait, toute cette instabilité crée un momentum favorable pour investir parce qu'il y a aussi une perte de confiance des investisseurs. Donc, c'est le bon moment. Alors après, on va voir ce que vont donner ces histoires sur les droits de douane. On verra dans quelques mois. Mais voilà, je pense que comment dirais-je, la trajectoire des États-Unis sur les 10-15 ans à venir, elle est plutôt, elle me paraît plutôt positive. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez acheter là-bas aux États-Unis? Quelle typologie de biens? Des biens patrimoniaux haut de gamme, des biens plus high yield, haut rendement. Vous allez plutôt être sur la côte est. Qu'est-ce que vous avez prévu? On va être hyper opportuniste. Ok. Là, on a plutôt acheté de la santé. On a acheté 3 immeubles de santé. On a acheté un premier immeuble à Manhattan. Voilà, mais comme toujours, nous, on n'a pas de conviction ever. On a une tactique à l'instant T qui est d'être opportuniste, d'aller là où il y a des bonnes affaires. Donc, si je veux caricaturer, aujourd'hui, si tu veux faire des bonnes affaires, c'est plutôt la côte ouest. Parce que la côte ouest est assez déprimée sur le plan économique, que l'immobilier a beaucoup souffert. Il y a une forme de dumping fiscal des États du Sud, notamment le Texas, qui a attiré beaucoup de grosses boîtes de la côte ouest. Il y a des problèmes de fiscalité sur la côte ouest, etc., pour les investisseurs américains. Donc la côte ouest est plutôt délaissée, le bureau est plutôt délaissé. Donc tout ça, nous, c'est des choses, on aime bien les choses délaissées. Voilà. Après, il faut avoir des flux locatifs qui tiennent la route sur le long terme. Après, il faut quand même avoir une vision claire des choses sur ce qui va se passer. Le truc qu'on fera sans doute pas, par exemple, alors que Corum Origine, notre première SCP a commencé comme ça, c'est l'activité. L'activité, le truc le plus cher aux États-Unis, tous les investisseurs ne veulent que de l'activité. Tu vas acheter des locaux d'usine aux États-Unis, en gros, le rendement aujourd'hui, c'est 5%. Enfin, c'est très cher pour ce que c'est, quoi. Voilà. Donc, on va faire évoluer nos investissements en fonction des opportunités, de ce qu'on considère être comme des affaires intéressantes. Très clair. On a vu donc votre vision de marché, votre ADN finalement, les différentes SCPI que vous avez aujourd'hui chez Corum Épargne. Je pense que maintenant, on peut passer un petit peu au côté un peu plus pratique pour l'investisseur, l'épargnant peut-être qui nous écoute. Et avec peut-être une première question, tu parlais tout à l'heure, tu m'as dit, on va peut-être parler du modèle SCPI. Pourquoi déjà vous faites des SCPI? Qu'est-ce que tu aimes? Quel avantage il y a dans le modèle SCPI, dans ce produit-là? Moi d'abord, je suis un épargnant à la base. Bon, les SCPI, je ne connaissais pas avant 2007. Ça ne m'intéressait pas. Déjà, le mot, ça me faisait partir en courant. Tu vois, je suis arrivé dans ce monde-là en 2007. Là, j'ai découvert un truc assez extraordinaire. D'abord, c'est un produit qui est resté quand même très poussiéreux pendant quelques décennies. On rappelle, ça a commencé dans les années 60. Ouais, mais alors, à l'époque, c'était plus une forme d'administration de biens. D'ailleurs, il y a beaucoup de gérants qui se revendiquaient d'abord administrateurs de biens. En fait, j'achète et j'encaisse des loyers. Alors, vraiment de la gestion. Vendre, c'était au mieux un accident, au pire une infamie. Voilà, et puis on faisait de l'immobilier, on n'était pas là pour faire des trucs financiers, la performance ou quoi que ce soit. On faisait de l'immobilier, tu vois, et c'est un truc tout à fait noble de faire de l'immobilier. Après, on peut aimer l'immobilier, faire de l'immobilier. Après, on peut avoir juste un besoin de placer son argent, avoir une rentabilité et éviter de prendre trop de risques. Bon. Ce que j'ai vu derrière ce produit poussiéreux, c'est un produit d'une modernité incroyable.
incroyable parce que, contrairement à une croyance, les SCPI de quorum ne sont pas les SCPI de quorum. Ce sont les SCPI de leurs épargnants. Il n'y a aucun gérant qui peut dire c'est ma SCPI. C'est un abus de langage. En fait, la SCPI, elle appartient à ses épargnants. Donc, c'est en ça que c'est un produit très moderne. Tu disais tout à l'heure à Assemblée Générale avec les associés, Ouais. vous avez limité la collecte. Les associés, c'est les épargnants. Exactement. Donc, c'est les assemblées, c'est les épargnants qui décident. Alors, oui, c'est nous qui créons la SCPI, mais avec leur aide, c'est leur argent. Et ensuite, on la gère. Nous ne sommes qu'un gérant, nous sommes qu'un prestataire de service. Tout le monde l'a oublié. Nous, on est là, on rend une prestation de service. On est payé par la SCPI parce qu'on fait un travail qui consiste à gérer la SCPI. Ça n'est pas notre SCPI, ça n'est pas notre argent. D'accord ? C'est en ça que ça en fait un produit hyper moderne. Et moi, j'aime bien l'idée de me dire, voilà, on est plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, on met notre argent en commun pour faire l'immobilier comme jamais on aurait pu en faire. Moi, je suis ravi de pouvoir emmener des gens qui investissent 200 €, 150 € à investir aux États-Unis. Je trouve ça génial. Ouais. C'est leur argent, c'est leur projet. Et nous, on est juste là pour faire en sorte que tout ça soit bien géré et que l'objectif qu'on a donné à cette SCPI, il soit délivré. Et d'ailleurs, on ne va être jugé que là-dessus. Voilà. Mais je fais tomber deux mythes. Un, ça n'est pas le gérant, ça n'est pas la SCPI d'un gérant, de quelque gérant que ce soit. Ça n'est pas son objet. Et deux, c'est un projet, c'est une coopérative d'épargne d'une SCPI. C'est ça qui est génial. En fait, pour parler année 2000, c'est du crowdfunding avant l'heure. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Sauf que, comparé au crowdfunding, il y a vraiment, c'est encadré par un dispositif illégal et réglementaire. Il y a le gendarme, ce qu'on appelait autrefois le gendarme de la bourse, donc qui est l'AMF, qui supervise, qui s'assure que tout ce qui est fait dans l'intérêt des épargnants, que des règles sont respectées. Il y a eu pas mal de régulations sur le crowdfunding aussi depuis. Oui, alors depuis, dizaine d'années. Depuis, il y a eu tout ça, mais c'est beaucoup plus transparent pour moi que le crowdfunding. Et le truc, c'est que si ça s'appelait autre chose que SCPI, ça serait génial. Parce que le truc, c'est le mot SCPI, honnêtement, quand tu es normalement constitué, tu pars en courant, quoi. Donc le produit est extrêmement moderne. Il est une simplicité redoutable. Tu mets 100 balles, on investit 100 balles, et quand on fait bien notre boulot, on renvoie du loyer tous les mois. Quel produit d'épargne fait ça ? Il n'y en a pas beaucoup. OK ? Donc, c'est en ça qu'il est moderne. Après, il y a une autre qualité qui est qu'il est connecté à une forme d'économie réelle. Parce que la SCPI, en fait, la valeur de la part que tu achètes, elle est fixée par le gérant, mais elle est basée sur la valeur des immeubles. Alors, avec ça, il y a un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que tu en as vraiment pour ton argent, tu achètes de l'immobilier. On va pas pouvoir te faire rêver. C'est-à-dire qu'en faisant de l'immobilier, on ne va pas pouvoir te faire des gains ou des terries, pour utiliser un terme technique que tu disais tout à l'heure, qui est la performance globale d'un fonds. On ne va pas pouvoir te faire des terries de 40%, ça c'est sûr. Par contre, on peut faire des trucs très réguliers sur le long terme. Et pour moi, c'est l'intérêt de ce produit. Comme la valeur de la part, elle est vraiment calée sur la valeur des immeubles, alors, des fois, les immeubles peuvent perdre de la valeur, plus ou moins. Bon, au gérant de bien faire son boulot. Au gérant de ne pas acheter trop cher, au gérant de te dire « je ne veux pas ton argent parce que je ne sais plus investir correctement pour tenir la performance ou je vais prendre des risques ». Chacun son hygiène, mais c'est au gérant de faire ce boulot-là. Mais contrairement à l'immobilier coté, qui peut être une autre façon de faire l'immobilier, d'accord ? Alors, l'immobilier coté, c'est quoi ? C'est la même chose qu'une SCPI, sauf que plutôt que d'investir tous ensemble, tu vas acheter la part en bourse, tu vas acheter une action d'une société qui fait de l'immobilier. SIIC, ou les REITs en anglais. Voilà. Ouais, alors en français, on appelle ça des SIC ou des foncières. On veut être dans la noblesse immobilière, on appelle ça une foncière. Et dans le jargon anglo-saxon, c'est un REITs. Ok, mais un REITs, c'est ni plus ni moins qu'une société cotée qui a des salariés. C'est pas un gérant externe comme la SCPI. Parce qu'un gérant externe, tu peux le sortir du jour au lendemain. Enfin, personne ne le sait, mais c'est une réalité. L'Assemblée générale des associés de la SCPI peuvent décider de changer de gérant de SCPI si le boulot est mal fait. Ils peuvent voter ça. Ah oui, ils peuvent voter. Gestion. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc, on a tous intérêt à bien faire notre boulot. Après, on voit rarement un changement de gérant. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine, mais au bout d'un moment, tu te dis, quand l'entraîneur fait mal le boulot, on change d'entraîneur, tu vois. Bon. La société, le REIT, société cotée ou foncière cotée, il y en a sur la bourse de Paris, tu en as des très connus, tu en as en Europe, au niveau mondial. Donc elle est gérée par des salariés en interne,
Donc toi, tu investis temps et en fait, tu achètes une action en bourse, quoi. Alors, il y a un énorme avantage à la société cotée, le REITs, la SCI, la SIC ou la foncière. C'est comme tu es en bourse, tu es liquide tout de suite. Okay. Et comme toujours, la liquidité, elle a une contrepartie. Pour avoir la liquidité, quel que soit ton investissement, tu l'obtiens par l'ajustement du prix. C'est comme tes fraises. Tes fraises en fin de journée, si tu veux les vendre, bah, ton marchand de fraises, il va falloir qu'il fasse baisser tes gariguettes au très haut de gamme de 40 € à 5 € le kilo. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit à Cadiz, tu ne les achetais pas, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais il faut qu'il le fasse très vite parce qu'autrement, toi, tu passes, tu n'achètes pas. La bourse, c'est pareil. Tu veux vendre ton action de foncière cotée en bourse, il va falloir que tu mettes le bon prix. Parce qu'autrement, tu vas rester dans le cahier d'ordre un petit moment. Oui, tu es liquide. Mais tout dépend auquel prix tu veux vendre. Oui. On a vu en 2020. Ouais. 2020, dans le creux, je crois que les indices foncières, c'était moins 60%. Bah ouais. Mais c'est la moyenne en plus, donc il y en a qui ont encore plus perdu. Et encore, je pourrais te parler de 2008. Tu étais peut-être trop jeune à ce moment-là, la crise financière des subprimes, et les foncières ont vraiment dévissé. D'ailleurs, moi, j'adore aller en bourse à ce moment-là. À cette époque-là, je me suis gavé de foncières quand le CAC était vraiment ratatiné et que les foncières devaient être à moins 75, moins 80. C'était le meilleur moment pour acheter des foncières. Bon, le problème, et c'est ça qui est important d'expliquer, c'est quelle que soit ton épargne, si tu veux de la liquidité, d'accord, il y a deux façons de l'obtenir. Soit tu fixes un prix qui va être bas pour pouvoir vendre rapidement, tu peux être élevé si tout le monde veut de ton produit, mais si ton objectif c'est d'être liquide à tout instant, par exemple tu achètes un immeuble ce matin et tu dis moi dans 2 ans je veux le vendre, il va falloir que tu trouves quelqu'un pour l'acheter. Donc si le marché immobilier est haut, peut-être que tu feras un gain. Si par contre il n'y a personne pour l'acheter au prix auquel tu l'as acheté, il va falloir que tu baisses ton prix. Une action c'est pareil, sauf que ça peut aller beaucoup plus vite. Ouais, ce côté on continue. Le côté, t'es liquide, mais ton prix bouge. Donc la contrepartie de la liquidité, c'est la volatilité, la variation du prix. Donc tu vas dépendre de facteurs, comme tu es en bourse, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'immobilier. Parce que tu peux avoir un marché immobilier qui se porte très bien, mais si globalement la bourse se casse la figure, plus ton action de foncière cotée, elle va dégringoler quand même. Mais c'est intéressant, parce que tu peux jouer aussi sur cette volatilité. En fait, tu peux faire de l'immobilier comme tu ferais d'autres types d'actions en bourse. Sauf que le sous-jacent, c'est pas une entreprise avec des projets industriels, ce sont des immeubles. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de faire l'immobilier. L'inconvénient de la SCPI, c'est comme tu as la valeur des immeubles. Je t'ai dit que le marché immobilier bougeait beaucoup moins vite. Donc tu vas être beaucoup plus régulier. Ta valeur de part, elle va être beaucoup plus régulière. Elle va suivre la valeur des immeubles. Mais la contrepartie, c'est quand tu veux être liquide, il faut que le gérant puisse vendre l'immeuble. Et il faut du temps pour vendre un immeuble. Alors, après tout, on dit que la SCPI n'est pas liquide. Je ne suis pas d'accord. La SCPI, elle est liquide, mais il faut du temps pour vendre un immeuble. Après, il y a une deuxième condition. Faut-il encore que le gérant décide de vendre l'immeuble? Mais théoriquement, quand une SCPI, tu as beaucoup de gens qui veulent vendre leur part, et que la SCPI ne collecte pas avec de nouveaux épargnants, donc tu n'as pas remplacement des anciens par les nouveaux, donc il faut que la SCPI vende des immeubles. Et là, ça peut prendre 2 mois dans le meilleur des cas, et en moyenne, ça va prendre 6 à 9 mois. Voilà, mais ça se vend. Il faut du temps. Ouais, il faut garder en tête, après tout, que c'est de l'immobilier. Voilà. De la même manière que tu achètes un appartement, ça prend du temps de retrouver ton argent. Voilà. Alors après, aujourd'hui, moi je constate qu'il y a des SCPI qui ont un problème de liquidité. Ouais. Ça fait quand même un petit bout de temps. Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas d'immeubles plus vite? Je ne suis pas dans le détail de la gestion de ces SCPI, mais théoriquement... Il n'y a aucune contrainte réglementaire? La SCPI, elle n'a pas un délai maximum? Il y a tout un tas d'outils, normalement, pour gérer ça. Mais à la fin de la journée, il faut que le gérant mette en œuvre tout ce qu'il faut pour vendre les immeubles. Voilà. Et pour vendre un immeuble, pour faire tout ce qu'il faut pour vendre un immeuble, il faut ajuster le prix. Ouais. C'est clair que si tu gardes un prix élevé, tu ne vendras jamais ton immeuble. Donc ta SCPI ne sera pas liquide. Voilà, tout ça est encadré réglementairement. Mais à la fin de la journée, ça reste de l'immobilier, comme tu le disais. Voilà. Donc la SCPI, tu fais de l'immobilier. Tu as donc la liquidité en théorie de l'immobilier qui peut être améliorée. Parce que si ta SCPI a des bonnes performances, qu'elle est dynamique et que ton gérant fait bien le boulot, théoriquement, elle doit toujours collecter parce que tu vas toujours attirer des investisseurs. Donc toi, quand tu veux sortir, tu vas pouvoir sortir rapidement. D'accord? Va rapidement. Ouais. S'il y a cette liquidité qui est offerte par les autres investisseurs, tu vas pouvoir sortir en quelques jours. Sinon, il va falloir que tu attendes que le gérant vende des immeubles. Donc, c'est pas dramatique non plus. Justement, en parlant de la liquidité, un sujet important, c'est qu'aujourd'hui, on peut mettre des SCPI dans de l'assurance vie.
Et dans l'assurance vie, la liquidité est garantie par l'assureur. Mm. Donc vous, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Vous êtes maintenant assureur, Quorum Life, l'assurance vie. Donc là, comment ça marche la liquidité dans l'assurance vie quand on a des SCPI dans l'assurance vie? Alors, la liquidité dans l'assurance vie, d'abord, il faut remettre ça dans un contexte, c'est que l'intérêt de l'assurance vie, tu vas avoir un gain fiscal au bout de 8 ans. C'est-à-dire que comme tu as pris l'engagement de bloquer ton épargne un certain temps, 8 ans c'est long quand même, au bout des 8 ans, tu vas avoir une économie fiscale. Bon, si tu sors avant de ton assurance vie, tu n'auras pas, ou tu n'auras que partiellement cette économie fiscale. Alors, ça tombe bien parce que l'immobilier, tu fais pas l'immobilier pour 3 ans. Tu n'achètes pas des parts de SCPI pour 2 ou 3 ans, ça fait pas de sens. Et 8 ans, finalement, c'est un cycle assez logique. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous, on met ces parts de SCPI dans notre compagnie d'assurance que nos clients veulent souscrire via l'assurance vie et veulent bénéficier du dispositif fiscal de l'assurance vie. Voilà. La compagnie assure la liquidité. L'assurance vie, c'est aussi pour ça qu'on limite le volume d'assurance vie, de SCPI dans l'assurance vie, parce qu'on ne pourrait pas mettre 100%. Voilà, il y a sujet de liquidité, donc il faut que je puisse te rembourser demain matin. Donc tu peux pas mettre 100% de SCPI. À côté, il faut que tu mettes d'autres produits comme de l'obligataire, du fonds euro et bientôt d'autres produits. D'accord. Mais c'est donc la garantie qui garantit sur ses fonds propres cette liquidité. Ouais, c'est l'assureur qui garde un matelas. Voilà. Donc, et là, la liquidité, c'est quelques jours sur l'assurance vie. Ouais. Mais comme aujourd'hui en direct chez Quorum, depuis toujours, la liquidité, si tu achètes tes parts de SCPI en direct, c'est quelques jours. Si tu vends aussi. Si tu vends. Ça tient au fait que, alors, vous avez de la collecte. Il y a de la collecte parce que les performances sont bonnes, et tant qu'il y aura de la collecte et de bonnes performances, il y aura cette liquidité naturelle. Mais c'est pour ça qu'on est très vigilant et qu'on a une grande discipline, voire une hygiène forte sur la maîtrise de la collecte, investir dans de bonnes conditions, pas acheter trop cher les immeubles, acheter des immeubles avec des rendements élevés pour pouvoir affronter des retournements de marché sur les taux d'intérêt, etc. Donc tu vois, tout ça, c'est un écosystème. Et une des raisons, tout à l'heure, tu me posais la question, pourquoi Quorum vous a réussi à traverser cette crise comme ça? Il y avait un autre phénomène, c'est que dans nos SCPI, tu ne pouvais pas trouver nos SCPI dans les contrats des autres assureurs de la place. Donc il y a toujours pas d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand tu as 3 ou 4 assureurs qui ont représenté 30 ou 40% de ton capital et qu'il y en a un ou deux qui décident de sortir, ils vont faire une dépression. C'est-à-dire qu'il y a, d'un seul coup, il y aura beaucoup de parts en vente qui ne pourront pas être compensées par des nouveaux épargnants, et donc c'est là que tu as un problème de liquidité. Donc le fait qu'on ait notre propre compagnie, ça nous permet de réguler ce truc-là, c'est-à-dire qu'on maîtrise complètement ce phénomène de gestion de l'entrée et de la sortie, et on le tient sous contrôle. Voilà. Ok. Ouais, donc c'est pour ça que vous avez lancé votre côté assurance. Voilà. Pour pouvoir offrir malgré tout l'assurance vie, parce qu'on nous l'a réclamé, on voulait retrouver les produits Quorum dans l'assurance vie, mais pour éviter ce problème de liquidité que représentent les contrats d'assurance vie dans les CPI, parce qu'ils représentent, comme je te l'ai dit, c'est comme toi, demain matin, vous êtes 5 autour d'une table, il y en a 2 qui détiennent 80% du gâteau qui est devant vous et décident de partir avec le gâteau, il ne vous reste plus grand-chose. Et vous ne pouvez plus quitter la table. C'est exactement comme ça. Et d'ailleurs, côté assurance vie, là aussi, vous êtes allé un peu à revers du marché de l'assurance vie, parce que votre assurance vie a 0% de frais de gestion dans le contrat. Et chose assez incroyable aussi, vous reversez les loyers des SCPI bruts de fiscalité étrangère. Chose qu'on ne voit pas chez les autres assureurs. Est-ce que peut-être tu peux expliquer aussi comment ça se passe? Ouais. Alors, un petit correctif, on ne prend pas de frais de gestion sur le contrat, sur nos SCPI ou nos fonds obligataires. Par contre, on en prend sur notre fonds en euros. Et pourquoi ? Parce que sur nos SCPI, nos fonds obligataires, ce sont les produits que l'on gère, sur lesquels on est déjà payé, alors que le fonds en euros, c'est un truc propre à l'assurance vie, sur lequel on n'a pas de rémunération. Mais hors fonds en euros, c'est vrai qu'on ne prend pas de frais de gestion, ni de frais d'entrée d'ailleurs, ni de frais de sortie, ni de frais d'arbitrage. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est très bien payé pour gérer ce qu'on fait, et donc on considère que la compagnie, quelque part, elle rend un service. Et globalement, l'offre packagée de Quorum l'épargne, elle n'a pas besoin de rajouter des frais sur son contrat. Alors, sur le sujet de l'assurance vie et de l'impôt dans les CPI, brut d'impôt, oui, je vais t'expliquer le truc. Le sujet est assez simple. Quand une SCPI est investie à l'étranger, en fait, à l'étranger, dans l'immobilier, tu payes un impôt sur les loyers que tu encaisses. D'accord ? Tu as une forme de prélèvement à la source. OK ? Et quand tu vas rapatrier ces loyers en France,
tu vas bénéficier quelque part du remboursement par l'État français de l'impôt que tu as déjà payé à l'étranger. Nous, on considère que si un épargnant vient nous voir et décide d'investir dans nos SCPI qui, elles, investissent à l'étranger, c'est le choix de notre épargnant. Donc, ce crédit d'impôt, c'est le remboursement de l'impôt qu'il a déjà payé, on considère qu'il lui appartient. C'est pour ça qu'on lui restitue. Voilà, on ne le garde pas pour la compagnie. C'est pas un gain de la compagnie, c'est bien un gain du porteur de part. C'est pour ça qu'il lui est restitué. C'est pour ça qu'on a donc un dividende brut d'impôt dans notre contrat d'assurance vie. Donc ça, c'est quand même fou de se dire qu'on met des SCPI dans une assurance vie. Il n'y a pas de frais en plus autres que les frais intrinsèques à la SCPI. Et il n'y a aucune fiscalité tant qu'on ne retire pas de son assurance vie. Alors, aucune fiscalité. À la fin de la journée, tu es quand même dans le contrat d'assurance vie. Il faut que tu attendes tes 8 ans. Je veux dire, tant que tu ne retires pas de ton assurance vie, tu n'as aucune fiscalité, aucun frottement fiscal. Et après, le jour où tu retires, tu as la fiscalité de l'assurance vie qui peut être avantageuse. Au bout du temps, notamment, donc abattement, et on peut échapper à l'impôt sur le revenu. Il y aura toujours les prélèvements sociaux, évidemment. Je n'aime pas trop le terme échapper à l'impôt sur le revenu. Abattement. Parce que quand tu t'échappes, t'es pas loin de l'évasion. Ouais, ok. Et tu sais que l'évasion fiscale, c'est un truc très moche. Non, c'est plutôt, je pense que le bon terme, tu peux optimiser ton impôt. Voilà. Non, mais clairement, on le rappelle, 4 600 € d'abattement, 9 200 si on est en couple. Marié ou pacsé, au bout de 8 ans, donc cet abattement vient annuler finalement l'impôt sur le revenu des gains retirés. Ok, très clair. Est-ce que ça te dit donc là maintenant de répondre à quelques questions rapides? Très bien. Donc juste en une phrase ou en un mot, et puis après on pourra revenir dessus si tu veux. Quel est le plus grand défi pour Quorum pour les 10 prochaines années? C'est de rester ce qu'on a toujours été, à savoir une entreprise mobile au service de ses clients. Voilà. Ça, c'est une culture d'entreprise. Et le truc qui nous tient à cœur, c'est qu'on travaille vraiment pour des vrais gens. Et on est au service de ces vrais gens. Et ces vrais gens, leur argent, c'est leur vie, c'est leur espoir futur, c'est une vie meilleure, c'est leur retraite, c'est une nouvelle résidence principale, enfin que sais-je. Et on se sent investi d'une responsabilité. Donc pour moi, le défi et le défi de tous les managers de Quorum et toutes les équipes de Quorum, c'est vraiment de garder cet état d'esprit. On travaille au service de nos clients et de nos épargnants. Si tu devais choisir immobilier européen ou américain? Alors là, ça, c'est une sacrée question. Je dirais que j'ai pas de choix. Non, peu importe. Peut-être qu'un jour, ça sera intéressant de faire de l'immobilier ailleurs dans le monde, mais c'est pas j'ai pas de conviction là-dessus. Non. L'erreur la plus fréquente en SCPI? C'est de se faire embarquer par la collecte. C'est de collecter et sans voir que notre métier de gérant, c'est pas de collecter. Notre métier de gérant, c'est de gérer. Et quand on gère, on doit donner son objectif et délivrer les résultats qui correspondent à l'objectif. Ça n'a jamais été de collecter. Le critère numéro 1 quand on est épargnant et qu'on veut investir en SCPI? Alors, il faut s'investir un petit peu. Ou il faut se faire conseiller. Il y a des gens très compétents pour ça, parce que là, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est des choses très simples. Alors, ça vaut d'ailleurs le coup de s'investir. Une SCPI, c'est quoi? Il faut bien l'acheter. Il faut acheter au bon prix. Il faut qu'il y ait un bon locataire, qui ait un bail sur le très long terme, donc qui ne puisse pas sortir de l'immeuble trop rapidement. Plus c'est long, mieux c'est. S'il est engagé sur 10 ans, c'est génial. Un rendement élevé. Et ensuite, s'assurer qu'une fois qu'on a bien acheté avec le bon locataire, avec des beaux longs termes, s'assurer ensuite qu'il n'y a pas de vacances. Parce que ça, c'est un truc vachement important. Parce que la vacance, c'est quoi? C'est par rapport à... Tu as un parc immobilier avec des locataires. Donc la théorie veut que tous tes immeubles soient loués et que tous tes locataires payent les loyers. La réalité, c'est que je crois qu'en moyenne, les CPI, le taux d'occupation va être 92 ou 93%, peut-être même moins. Donc, tu as peut-être plus de 8% ou 10% qui est vide. Donc, c'est des gains en moins. C'est du dividende en moins. De loyer théorique en moins. C'est énorme. Et puis après, il faut que les loyers soient effectivement payés. C'est-à-dire que c'est pas tout que les locataires soient là, qu'ils aient un bail, mais il faut qu'ils payent leur loyer. Et là encore, tu vas avoir une freinte. Donc voilà, ça c'est super important. Et tu as des indicateurs. Normalement, tous les gérants de SCPI doivent donner ces indicateurs. Il faut les suivre sur quelques années. Et c'est pas très compliqué à trouver. En tout cas, il faut les demander avant d'investir. Et ça va vous donner une idée sur la qualité de gestion. Ça, c'est très important. Et après, il y a un dernier point qui est super important. C'est est-ce que le gérant fait lui-même le boulot ou pas? En gros, c'est comme quand tu vas acheter ton pain. Est-ce que c'est un boulanger qui a fait ton pain ou est-ce que tu achètes du pain surgelé qui a été livré 3 heures avant et qui vient de 50 km? Il y a une petite différence sur le goût, la qualité du pain, le fait qu'il ne rassise pas trop vite. Tu vois. Mais les CPI, c'est pareil.
Si le gérant fait lui-même son boulot, il investit lui-même à l'étranger, il gère lui-même les locataires, les immeubles à l'étranger, c'est plutôt un paramètre rassurant et important. Tu veux dire, il y a des SCPI qui délèguent la gestion locative, par exemple? Bah, Des sociétés de Chez gestion. Quorum, je crois qu'il y a 20 nationalités, on est implanté dans 8 pays. T'imagines, tout ça, ça coûte très cher. Parce qu'on considère que ça fait partie de notre mission et c'est le service qu'on doit à nos clients. On est payé, c'est vrai, en contrepartie pour ça. Mais une tentation, ça serait pour dire, tiens, tous mes investissements en Allemagne, je les sous-traite à un autre asset manager. Ok, ouais. Tu vois un peu le truc. Et malheureusement, on voit beaucoup de gérants qui fonctionnent avec ce système de délégation et sous-traitance. Et ça crée généralement toujours le même problème. Est-ce que tu as en tête la plus grosse plus-value sur une cession d'actifs de Quorum? Je crois que c'est aux environs de 25 ou 30 millions d'euros. Ouais. La plus-value ou la vente? La plus-value. Ok. D'ailleurs, c'est le bien immobilier médian, on va dire, chez Quorum, il est de combien il vaut combien en moyenne? Je ne sais pas dire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que les 5 dernières années, Quorum a vendu pour 400 millions d'euros d'actifs. On a fait 100 millions d'euros de plus-value. Et il y a 2 cas dans lesquels on était en moins-value. Je crois que les moins-values cumulées doivent correspondre à 700 000 euros. Sur les 100 millions d'euros de plus-value dégagés. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'important pour l'épargnant de regarder si vraiment la société de gestion arbitre bien son parc immobilier? C'est ce que tu semblais dire tout à l'heure. Alors peut-être des questions un peu plus personnelles, je ne sais pas si ça t'intéresse. Pas de problème. Ta meilleure décision financière? Meilleure décision financière, c'est quand le CAC devait être en dessous de 3000 points, ça devait être je ne dis pas de bêtises, ça devait être en novembre 2008, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai été gaver foncière. Okay. J'ai même pas cherché à comprendre ce qu'il y avait dans les patrimoines. J'ai dû acheter 15 lignes différentes. Il y en a 2 sur lesquelles j'ai jamais rien fait. Et tout le reste, en moyenne, c'était top, quoi. Et alors, ça correspond vraiment à notre façon chez Quorum d'investir. Il y a un côté un peu reptilien. Il y a des moments où il ne faut plus chercher à comprendre. C'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Donc là, l'idée, c'est de nous donner peut-être ton secret ou ton meilleur conseil, en tout cas, pour investir. Avant ça, est-ce qu'il y a finalement chez toi un alignement d'intérêts? Est-ce que toi-même, tu investis en SCPI? Je vais te répondre là-dessus très directement. Je ne suis pas investi dans une SCPI, quelle qu'elle soit chez nous, ni ailleurs d'ailleurs. Par contre, l'essentiel de mon patrimoine, c'est la valeur de Quorum. C'est ton patrimoine professionnel. De mon entreprise et la valeur de Quorum, de l'entreprise, c'est en grande partie les SCPI, pas que. Ouais. Mais les SCPI. Et on est 18 associés dans l'entreprise. On est tous asset managers de l'entreprise. Tout le monde a investi au fil du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas des actions gratuites. Tout le monde a mis son argent. J'ai beaucoup de mes managers, mes associés, qui sont endettés à titre personnel. Voilà. Donc notre patrimoine, il est là. Et notre intérêt, c'est que nos clients soient satisfaits. Et mon secret d'investisseur, c'est de ne pas investir dans ce que je ne comprends pas. Je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas. En tout cas, quand on n'est pas capable de m'expliquer un produit d'épargne dans les mots que je comprends, je n'investis pas. Et il faut que j'arrive aussi à... On a tous notre libre arbitre. Moi, je refuse de croire qu'il y a des spécialistes de l'épargne, enfin, qu'il y a des experts. J'aime pas ça. On a tous des cerveaux, on est tous ultra informés aujourd'hui, on peut tous tirer conclusion des événements qui se passent dans notre entourage, autour de nous. On a tous le droit d'avoir une opinion. Et moi, je revendique le fait que on puisse tous prendre nos décisions d'investissement de façon éclairée, et c'est accessible absolument à tous. Et il faut refuser d'avoir des gens qui te disent « Tiens, fais ça », alors qu'on ne comprend pas un traître mot de leurs explications. Voilà, ça, il faut refuser. Ouais, clairement. Et puis laisser parler son feeling aussi. Ouais. Et je crois que, tu me diras, mais je pense que ton deuxième secret d'investisseur, je pense, c'est aller à l'inverse. C'est ce que tu as expliqué tout au long aussi de cette interview. Être assez contrariant et ne pas regarder ce que font tous les autres. Ouais, alors ça, c'est aussi... oui, mais on le fait tous. Ouais. On est tous à l'affût de la bonne affaire. On est tous... on aime bien faire les soldes. On aime bien acheter un truc un peu moins cher que le copain. On est tous pareils. Mais il faut l'appliquer aussi à l'investissement. Sachant qu'il faut... Tout a une valeur. Faire une bonne affaire, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du prix. Tout a une valeur, il faut payer le bon prix et il faut c'est ce qui est très difficile, mais c'est vrai de tous les métiers. Dans le métier d'investissement et notamment dans le métier de l'immobilier, tu as une espèce de caste, tu as une espèce de sphère, il y a des codes comme dans tous les métiers. Voilà, il y a des codes, il y a des modes de fonctionnement, des attitudes. Voilà. Moi, je suis assez indépendant par rapport à tout ça.
Et je pense que c'est un truc important en termes d'investissement. C'est garder son libre arbitre et savoir ne pas être moutonnier. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Mathieu. Je profite de cette vidéo pour vous parler de S'Investir Conseil, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai fondé avec 2 de mes associés et dans lequel on accompagne des chefs d'entreprise, des particuliers pour optimiser leur patrimoine de A à Z et piloter leur investissement et aussi pour leur donner accès aux meilleures solutions du marché, notamment des SCPI, les SCPI de Quorum, mais aussi d'autres SCPI de nos partenaires privilégiés et un accès donc aux meilleurs SCPI du marché. Donc si vous souhaitez être accompagné par nos conseillers et par notre équipe, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour découvrir notre cabinet S'Investir Conseil.